Salut, c'est Eve Bokhara. On va continuer notre visite des rues d'Israël à travers la vie du Rav Kook qu'on a déjà abordé hier. Et on va revenir donc sur ce rabbin, le Rav Kook, ce rabbin révolutionnaire, dont certains textes n'ont été traduits d'ailleurs qu'en ce début du XXIe siècle, tant parfois il pouvait heurter les autorités rabbiniques. Le Rav Kook était un homme résolument moderne, de ceux qui préfèrent parler avec les juifs non pratiquants plutôt que de détourner la tête pour ne pas voir, de ceux qui pensent que le travail et la Torah sont indissociablement liés. De ceux aussi qui étaient sionistes à une époque où seul le sionisme politique prenait de l'ampleur et où le sionisme religieux était considéré le plus souvent comme une hérésie. Alors on a dit qu'en 1904, le Rav Kook est arrivé à Jaffa pour y exercer comme rabbin. Mais les rabbins de Jérusalem sont à cette époque effectivement contre l'activisme sioniste et ils ne sont pas pour un retour massif des Juifs en Palestine, en Palestine à l'époque. Et ces rabbins se contenteraient volontiers de l'existence d'une petite communauté tout entière vouée à l'étude et à la prière et recevant des subsides de l'extérieur des Juifs riches du monde entier. À cette époque, le sionisme est donc loin de faire l'unanimité chez les Juifs, qui sont très peu nombreux à monter en Terre Sainte. On compte à cette époque 35 000 Juifs en 1882, 40 000 en 1904, alors qu'il y a tout de même 10 millions de Juifs dans le monde à cette époque. Mais pour le Rav Kook, il n'y a aucun doute, le sionisme est l'avenir et de lui viendra la rédemption annoncée par les prophètes. Ça s'appelle un sionisme messianique. Alors en 1914, le Rav Kook décide, après de longues hésitations, de se rendre en Europe pour participer au congrès fondateur de l'Agudat Israël, qui veut constituer un parti juif orthodoxe international. Mais un mois après son arrivée, la Première Guerre mondiale éclate et le Rav Kook, qui est toujours un sujet russe, est incarcéré. Libéré rapidement grâce à des interventions de rabbins haut placés, il est libéré mais ne peut rentrer en Israël faute de communication. Il est bloqué en Suisse. En 1916, une communauté orthodoxe de Londres lui propose de devenir son rabbin, ce qu'il accepte à condition de rentrer en Israël dès que la situation politique le permettra. À Londres, le Rav Kook prend rapidement une place active dans la communauté juive et est au centre des polémiques quand éclatent les affaires sur la déclaration de Balfour et les disputes entre les sionistes anglais et les juifs anglais opposés à la création de l'État d'Israël comme Lord Montagu, pendant la période des discussions au Parlement sur l'opportunité de la déclaration de Balfour, donc sur la création d'un État national juif. Certains députés mentionnent les réticences des Juifs assimilés, selon lesquels cette déclaration est contraire à l'esprit de la religion juive. Ce à quoi un député aurait répondu « À qui devons-nous nous en remettre pour évaluer l'aspect religieux de la question ? À Lord Montagu qui mange du porc avec nous, ou bien au rabbin Kook ?» Voilà, ça c'est dit. À la fin de la guerre, le Rav Kook peut donc rentrer en Israël et il y est nommé en 1919 grand rabbin de Jérusalem. Il établit ainsi le grand rabbinat en Israël et il devient en 1921 le premier grand rabbin ashkénaze du pays. Il essaie à cette époque de fonder un mouvement sioniste de juifs pratiquants, le Degel Yerushalayim, l'étendard, le drapeau de Jérusalem, qui a vocation à réunir des sionistes juifs pratiquants. Il y a un certain nombre d'organisations qui se disputent le marché du sionisme à cette époque-là. Il va essayer de réunir toutes ces organisations. Pour ce mouvement, le mouvement du Rav Kook, l'appartenance du peuple d'Israël à sa terre découle d'une source divine. On n'est pas dans le sionisme politique. Mais peut-être à cause des oppositions religieuses violentes qui se heurtent à lui, le mouvement sioniste du Rav Kook ne va pas connaître le succès et va disparaître très rapidement du paysage politique sioniste. Pendant l'été 1923, le Rav Kook va recruter les deux premiers élèves de ce qui deviendra sa yeshiva, aujourd'hui connu sous le nom de Merkaz Harav, le centre du Rav extrêmement célèbre yeshiva. Les nouveautés essentielles de cette yeshiva sont de deux ordres. La seule langue utilisée est d'abord l'hébreu, et ensuite on y étudie toutes les sources de la philosophie et de la pensée juive. Au-delà de son enseignement, le Rav incite ses étudiants à prendre des responsabilités au sein de la collectivité, des responsabilités politiques. Il les pousse à devenir bien sûr rabbins, mais aussi enseignants et personnages publics dans différents domaines. Son action est couronnée de succès et ses élèves se sont dispersés dans le pays entier pour y exercer des responsabilités au sein de la société civile. De même, le Rav Kook prendra publiquement position dans l'affaire du meurtre d'Arlosoroff, défendant les Juifs de la droite dure, accusés du meurtre
d'Arlozorov et le Rav Kook va ainsi se priver de ses soutiens et de ses amis de gauche. Ce sera sa dernière action publique. Le Rav Kook va décéder d'un cancer le 1er septembre 1935 à l'âge de 70 ans. Merci.